Place à présent au débat de ce grand rendez-vous sur Africa Radio. La Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalisé l'usage des crypto-monnaies. C'est ce qu'a annoncé mercredi dernier la présidence centrafricaine, assurant qu'il s'agit du premier pays à le faire sur le continent africain. Cette loi a pour objectif, au-delà de la création d'un cadre légal à la crypto-monnaie, la mise en place d'un environnement favorable du secteur financier. C'est ce qu'a défendu devant les députés le ministre de l'économie numérique. Cependant, cette décision est diversement appréciée en Centrafrique et dans les milieux financiers internationaux. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau d'Africa Radio Jean-François Akanji Combé. Bonsoir. Bonsoir Nadir et joyeux Aïd à tous vos auditeurs qui la fêtent. Merci beaucoup. Bonne fête également à vous. Vous êtes politologue et président du mouvement citoyen debout et solidaire Centrafrique. C'est bien cela. Nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Ivekwe Emeizo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct ce soir sur Africa Radio. Vous êtes économiste spécialisé en stratégie et mutation et directeur d'Afro City Think Tank, un groupe de réflexion et d'action. Sachez que nous avons tenté de joindre Albert Yaloke Mokpeme, qui est ministre, conseiller en communication et porte-parole de la présidence de la République centrafricaine. Nous n'avons pas eu de réponse, il était injoignable toute la journée. Avant de commencer à débattre sur l'introduction du Bitcoin en Centrafrique, peut-être quelques éléments, Ivekwe Emeizo, pour nos auditeurs. Le Bitcoin, c'est quoi au juste ? Commençons déjà par dire qu'en France, la monnaie légale, c'est l'euro. Et certainement pas le Bitcoin qui est toléré. Et donc, il faut penser de manière plus large. Le Bitcoin fait partie d'une grande catégorie qu'on appelle les crypto-monnaies, crypto-actifs, qui sont en fait des actifs numériques virtuels. Tout ce qui va passer, en fait, on parle de digital, de électronique, mais le terme virtuel sera acceptable. Et ça passe par une technologie de blockchain, qu'on expliquera tout à l'heure. C'est en gros un registre décentralisé qui peut fonctionner soit de manière organisée, soit de manière paire par paire ou pas. On verra ça tout à l'heure. Et surtout, ça permet de faire des transactions plutôt rapides, on ira encore dans le détail, oui, sans avoir recours justement à la monnaie légale. Oui. Alors, j'insiste sur ces éléments très vite parce que quand on dit Bitcoin, on croit qu'il n'y en a qu'un ou deux. Non, il y en a plus de 5000 déjà enregistrés en 2021. Donc vous voyez déjà et c'est en circulation déjà. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui, quelque part, échappe plutôt à la structure officielle qui est l'État. D'où d'ailleurs tout le problème. Et on viendra tout à l'heure comment ça se passe bien ou mal actuellement avec la Centrafrique. D'accord. Alors bien sûr, il n'y a pas d'institution qui va lui donner un cours légal, ce qui est un autre problème, d'où les problèmes de volatilité, etc. Et bien sûr, c'est un marché un peu fumeux, brumeux, et qui permet à ce moment-là, écoutez, la fraude et beaucoup de choses si ce n'est pas tout à fait contrôlé. Mais dans le détail, vous allez voir que c'est pas si complexe que ça, et il faut comprendre. D'accord. Alors, Ivekwe Emeizo, le Salvador a adopté cette monnaie de manière officielle en septembre 2021. Alors, si je ne me trompe, c'est le premier pays au monde à adopter cette monnaie de manière officielle. Donc, la Centrafrique est le deuxième pays. Alors, est-ce que l'on sait si au Salvador, cette mesure a eu des effets sur l'économie du pays ? Et surtout pour les habitants du Salvador. Ça, la réponse est non. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, c'est une technologie qui demande beaucoup d'expertise, d'abord informatique, qui demande du cryptage, donc un codage. Donc c'est quand même à des initiés, pour être très précis, des connaisseurs. Et à l'intérieur, comme c'est partagé, ça fonctionne de pair en pair ou tout simplement de manière décentralisée. Sincèrement, il faut s'y connaître. Surtout quand on veut investir. Donc, c'est plutôt des gros poissons, c'est plutôt les grandes sociétés, des grandes structures, des gens qui ont quand même beaucoup d'argent et quelque part, pas toujours des gens qui veulent faire, disons, circuler de l'argent toujours propre. Donc, vous voyez bien que tout de suite, tous les réseaux mafieux vont se précipiter là-dedans. Donc, quand vous citez Salvador, par définition, si vous savez tout ce qui s'est passé historiquement là-bas, vous comprenez un pays d'Amérique centrale, Voilà, c'est d'échapper tout simplement à une partie des contrôles de l'État. Alors, pour
l'effet sur l'économie, il faut faire très attention. Ça prend quand même un tout petit peu de temps. Sachez, un pays comme à côté de nous, l'Italie par exemple, considère dans son produit intérieur brut que, écoutez, on peut considérer, je crois, 10% ou 12% de l'argent de la mafia. Donc, si on y va en ce sens-là, on peut toujours les intégrer. Mais pour avoir un effet réel, sincèrement, il faut attendre. Je pense que pour le moment, on viendra tout à l'heure quand on donnera la définition réelle même de ces, parce que ce n'est pas une monnaie en soi. Ça a les fonctions de la monnaie et donc on va voir dans son fonctionnement qu'est-ce qui fait que ça intéresse tel ou tel acteur d'État ou des grands acteurs que j'ai cités ou tout simplement des entreprises, voire même des startups. Et pourquoi pas des particuliers qui peuvent investir dedans. Sauf que, on l'a dit tout à l'heure, la volatilité et les fraudes possibles. Alors Jean-François Akanji Combé, la présidence centrafricaine parle, je cite, d'une décision historique et représente un pas décisif vers l'ouverture de nouvelles opportunités pour la République centrafricaine. Êtes-vous d'accord ? Nous sommes au moins d'accord sur une chose, c'est que c'est une décision historique. C'est une décision qui engage l'avenir et qui l'engage sur très longtemps. À Citoyens debout et solidaires, nous avons réagi immédiatement. Nous avons réagi le 27 avril dernier pour dire ce que nous en pensions, c'est-à-dire pour l'essentiel que c'était une loi qui nous apparaissait comme étant contraire à la souveraineté du pays et contraire également à la liberté des individus, des Centrafricains et à leur intérêt. Et il faut que je précise immédiatement avant que nous nous engagions. Donc pourquoi elle est historique pour vous ? Elle est historique parce que justement elle est contraire à la souveraineté nationale ? Non, elle est historique parce que elle engage le pays dans une voie dont on ne perçoit pour l'instant que la surface. Les changements sont profonds. Nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure sur ces éléments-là. Et au-delà même des éléments techniques que nous allons examiner, pour nous, notre analyse, c'est que cette légalisation-là des crypto-monnaies, pas seulement de la Bitcoin, la loi autorise, ou en tout cas impose, toutes les crypto-monnaies, les 2000 dont nous avons parlé tout à l'heure, peuvent librement circuler en République centrafricaine. Et il y a une question fondamentale. Quelle société centrafricaine voulons-nous pour nos enfants, nos petits-enfants ? Est-ce que nous voulons d'une société centrafricaine où l'État disparaît ? Aujourd'hui, nous sommes un pays en crise, où on lutte pour rétablir l'autorité de l'État. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous considérons que l'autorité de l'État se trouve mise à mal fortement par ces crypto-monnaies. Et puis par ailleurs, vous savez, lorsqu'on prend une décision comme ça, qui est une décision de souveraineté, nous y reviendrons d'ailleurs. La souveraineté n'est pas la souveraineté du président de la République ni de l'Assemblée nationale, c'est la souveraineté du peuple centrafricain. Je regrette fondamentalement que le ministre Yaloke Mopem ne soit pas ici, parce que cette loi n'a pas été précédée d'une information des Centrafricains, ni d'une pédagogie à leur égard pour qu'ils puissent en saisir et qu'ils sachent de quoi il s'agit et qu'ils l'approuvent. Et encore aujourd'hui, la présidence de la République, nos autorités se défilent devant cette obligation-là, qui est une obligation d'informer, d'accompagner et de faire de la pédagogie. Et ce que vous dites, c'est que, étant donné les problèmes politiques, économiques et sociaux rencontrés par la Centrafrique, l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale n'était pas une priorité. Ce n'était pas une priorité parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui qui essaye de sortir de l'ornière, dans un pays d'abord où nous avons la moitié de nos compatriotes qui sont en situation d'urgence alimentaire. D'urgence alimentaire. Nous sommes encore un pays où il y a des déplacés. Il y a pratiquement le quart de la population qui se trouve en situation de déplacés ou de réfugiés. Nous avons des problèmes de nourriture, nous avons des problèmes d'électricité. Il n'y a que 3 à 4% du territoire qui soit électrifié. Nous avons des problèmes d'alimentation, nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes... En tout cas, les infrastructures de base, c'est ce qu'il faut. Et nous faisons cette approche qui consiste à dire notre unité de mesure. L'unité de mesure qui devrait être celui du gouvernement et les talons d'or, ça ne devrait pas ni être le dollar, l'euro, le yuan, le rouble ou la bitcoin, ça devrait être le centrafricain. Et en toute chose, il faudrait s'assurer que cette chose-là apporte au moins concrètement à l'amélioration du sort des Centrafricains. Merci de rester avec nous pour ce grand rendez-vous d'Africa Radio consacré au Bitcoin qui a été adopté comme monnaie légale en République centrafricaine. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de ce débat avec nos invités. Africa, le grand rendez-vous
avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Suite du grand rendez-vous sur Africa Radio, la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalisé l'usage des crypto-monnaies. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Jean-François Akanji Kombe, politologue, président du mouvement citoyen debout et solidaire Centrafrique. En direct par téléphone, Yves Ekwe-Emeizo, économiste spécialisé en stratégie et mutation, directeur de Afrocentricity Think Tank, un groupe de réflexion et d'action. Yves Ekwe-Emeizo, vous avez entendu Jean-François Akanji Kombe qui parle d'une loi contraire à la souveraineté nationale. Quel est, votre sentiment et quel intérêt pour le gouvernement centrafricain d'adopter une deuxième monnaie ? Bon, c'est le Parlement qui a accepté cette décision. Donc, si on considère que le Parlement représente le peuple, il y a quand même une volonté de faire participer ces représentants de l'État. C'est vrai que le peuple centrafricain n'a absolument pas participé à quoi que ce soit, et en plus, on ne lui a pas tellement rendu compte. Maintenant, moi, je vais donner des exemples pour qu'on soit un peu plus concret. D'abord, ce n'est pas une monnaie en tant que telle, j'ai dit, c'est une devise numérique, et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Que ça ait un cours légal, imaginez que les 5000 et quelques cryptos viennent en Centrafrique, et qu'une multinationale, on ne citera pas de nom ici, s'amuse à acheter tout le budget de l'État centrafricain, c'est possible. C'est possible. Donc le problème de la souveraineté posée par mon collègue est tout à fait réel. Oui. Prenez l'exemple, il suffit que la Centrafrique, l'État centrafricain, ou n'importe quel État africain d'ailleurs, qui régulièrement vendent leurs dettes pour pouvoir éponger et réduire leurs dettes. Sauf que si cette dette se promène du public vers le privé, vous vous retrouvez avec une multinationale qui va pouvoir le monnayer à travers les crypto-monnaies. Pourquoi ? Pour prendre des actifs réels, des mines, des industries, des services, l'électricité, l'eau, etc. Donc, ce côté, vraiment, je crois qu'on est d'accord sur ce point-là. Maintenant, il y a l'autre aspect. Au sens économique, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, ça sert à compter, payer, épargner, investir. Oui. Donc, ça remplit finalement les fonctions de la monnaie. Sauf qu'il n'y a pas le contrôle centralisé de l'État. Oui. Donc, mais Yves Ekwe-Emeizo, tout le monde n'aura pas accès à cette monnaie parce qu'il faut avoir Internet. Il faut avoir Internet pour utiliser. Attendez. Oui. Vous voyez la monnaie qu'on touche du doigt. Oui. Pour le moment, laissez-moi finir le raisonnement et on va y venir. Je reste toujours au niveau de l'État. Et donc cet État-là a pris cette décision, d'après nos explications, pour échapper fondamentalement au contrôle de la France. Le Trésor français, pour être précis, notamment via le franc CFA, notamment via les banques centrales, BEAC pour la Banque des États d'Afrique centrale, ou la Banque centrale des Afriques de l'Ouest, ou la Banque du Corps. Pourquoi ? Parce que quand un État centrafricain ou une entreprise centrafricaine veut acheter un bien X en Russie, en Chine, ou en Indonésie, ou au Brésil, il a du franc CFA. Il va faire comment ? Il le passe par sa banque centrale, qui va le passer où ? Par le franc CFA. Ce franc CFA, beaucoup ne le savent pas, c'est une décision française qui permet la convertibilité. Oui. Ça se fait quasi automatiquement, c'est vrai. Il y a beaucoup de cas, parce que je travaille avec le patronat africain, il y a beaucoup de cas où ça ne se fait pas. Et beaucoup de conditions. On vous demande qu'est-ce que vous voulez acheter, où vous voulez acheter, est-ce que vous ne pouvez pas l'acheter en France d'abord, etc., etc. Donc vous voyez tout le problème que ça pose en termes, encore une fois, de souveraineté, parce qu'on est toujours sur le sujet. Et donc, certains veulent y échapper en pensant, justement, passer par le Bitcoin. Oui. Je pense qu'il aurait fallu quand même un petit débat, parce que 5000 possibilités de crypto dans le monde, avec tout ce que nous ne savons pas derrière et qui appartient à tout ceci, et en pensant qu'un seul Bitcoin va servir, et peut-être partir trop vite en besogne. Et je finis sur un dernier point. Sachez qu'au niveau de fonctionnement, on n'a pas parlé des blockchains, etc., on ne va pas compliquer, mais sachez qu'on peut fonctionner aussi dans des réseaux, pour faire simple, fermés, qu'on appelle de pair à pair. Et dans ces réseaux fermés, vous pouvez vous retrouver à dire, par exemple, que la Centrafrique ne travaille qu'avec 5 ou 6 ou une dizaine d'États. Russie, Chine, Indonésie, les États qui sont plutôt amis de la Centrafrique. Auquel cas, ça fonctionnera relativement bien et ça permettra des compensations. D'accord. Mais tout ceci n'est pas vérifiable. Et là, on revient sur le problème de la souveraineté. Jean-François Akanji Kombe, Yves Ekwe-Emeizo parlait du franc CFA. Est-ce que, selon vous, c'est l'occasion pour la Centrafrique d'une certaine émancipation vis-à-vis du franc CFA ? Bien évidemment, il faut que la République centrafricaine, comme tous les pays, évolue vers plus de souveraineté, voire
que les Centrafricains décident de leur sort et que ceux qu'ils désignent pour gouverner décident du sort des Centrafricains. Ça vaut aussi en matière de monnaie. Tous les pays africains doivent évoluer vers cela. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas quitter une servitude pour aller vers une autre servitude. Et ce qui a été expliqué tout à l'heure, et c'est à ce niveau-là que nous plaçons la question de la souveraineté, c'est sur cette base-là. C'est-à-dire que les crypto-monnaies vont fonctionner même... Quand vous parlez de servitude, c'est-à-dire servitude vis-à-vis de qui ? Servitude, ce que dit le gouvernement et la présidence de la République, et qui peut s'entendre, c'est que l'État centrafricain se trouve sous la servitude de la France, de l'ancienne puissance coloniale, et donc ce que nous disons, c'est que on quitte cette servitude-là pour aller vers une servitude qui est vers des personnes privées, dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, l'opinion, on parle même pas de multinationales. Mon collègue tout à l'heure parlait de multinationales, mais même un individu comme celui, par exemple, qui vient de racheter Twitter, Elon Musk, il pèse extrêmement lourd, avec Tesla notamment, dans la variation du cours du Bitcoin, par exemple. Et là, il s'agit d'une personne privée. Et il faut, en allant plus loin, nous n'avons pas le temps ici, Elon Musk, c'est ce qu'on appelle le libertarien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut la déconstruction de l'État et qui ne veut plus de contrôle et que tout soit régulé par le marché. Or, le problème avec les bitcoins et avec la blockchain fonctionne sur des logiques d'une communauté. C'est la communauté qui décide et qui va décider du cours, ou qui va influer sur le cours, par exemple, des bitcoins. Or, cette communauté-là, c'est pas la communauté des Centrafricains, pour influer sur le bitcoin en République centrafricaine. C'est une communauté mondiale. Et dans ce contexte-là, il faut aussi se dire que le pouvoir ne disparaît pas. Le pouvoir reste toujours quelque part. Et la question que nous devons nous poser, c'est dans ce système-là, qui détient le pouvoir ? Certainement pas les gouvernants centrafricains, certainement pas le Parlement centrafricain. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit que Elon Musk tousse, ou qu'il rachète des actifs pour que la République centrafricaine entre en esclavage, d'une certaine manière, entre en servitude d'un individu, ou de deux ou de trois individus, si on y met Microsoft, etc., qui sont les ténors de ce marché-là. Et donc, c'est de ce point de vue-là que nous disons que cela méritait à tout le moins une discussion, qu'on mette les choses sur la table, qu'on informe les Centrafricains, qu'ils décident de leur avenir. Et si nous voulons aller vers une société avec un État qui est vide de pouvoir, parce qu'après tout, le pouvoir, il est dans l'argent. Celui qui détient cette corde-là, il détient le pouvoir sur nous. C'est la raison pour laquelle il y a certaines luttes contre la France aujourd'hui. Nous n'allons pas quitter ici pour aller vers... Ce que nous souhaitons, c'est que la République centrafricaine, bien sûr, avance vers un contrôle de son économie par les autorités que nous désignons, et par le Parlement que nous désignons, et on n'en prend pas la voie avec le Bitcoin. Yves Ekoué, mais ils ont une réaction, est-ce que vous êtes d'accord ce que dit Jean-François Akanji Akombe, c'est que finalement, seule une petite minorité de personnes pourront utiliser cette monnaie, faire des affaires, et une majeure partie des Centrafricains n'auront pas du tout accès à ces opérations financières. Excusez-moi, il y a un tout petit point que je n'avais pas évoqué tout à l'heure. Dans la loi, la loi n'autorise pas seulement les bitcoins, mais l'impose à tout acteur économique pour l'achat de tout bien et de tout service, c'est-à-dire aux 6 millions de Centrafricains. Yves Ekoué Maïzo. Alors le dernier point pose problème. En France, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que la monnaie légale française, c'est l'euro. Si en France, je viens avec du bitcoin, que je m'appelle Musk, ou je m'appelle Clinton, ou je m'appelle Rothschild, je ne pourrais pas l'imposer à quiconque en France, en fait. Sauf si la personne en face, en France, l'accepte. Le problème, ce qui vient d'être dit, c'est que on va l'imposer à quiconque en Centrafrique. C'est fondamentalement inégalitaire. Fondamentalement. Donc le rapport de force dont on a parlé tout à l'heure, je maintiens et je partage. Que ça profite à une minorité, alors là, je l'ai écrit plusieurs fois, je l'ai dit dans toutes mes interviews, c'est ça le fond du problème. Alors rapidement, quelques chiffres quand même, parce que j'aime bien qu'on soit clair. Le Bitcoin est autour de 36 € actuellement. Mais on sait que ça peut tomber à 5 ou 3 euros, et ça peut monter à 110. Personne ne sait trop où ça va. Ça dépend des fonctions externes, des guerres, etc.
c'est un système de refuge. Sachez que des États s'organisent. Par exemple, la Russie va certainement l'interdire, sauf que si vous le convertissez en or, alors vous pourrez le passer en rouble et du coup, vous passez dans une devise que vous pouvez utiliser. Donc tout ceci, c'est des rapports de force. Est-ce que la Centrafrique a une monnaie, laissons tomber le franc CFA, qui va permettre cela? Alors la Centrafrique a de l'or. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ou des diamants? Donc ces diamants, monnaie marchandise, vont peut-être en fait acheter avec ces bitcoins, qui varient de 5 à 110 euros. Donc vous voyez bien le problème que ça pose pour un gouvernement qui va organiser un budget, qui a prévu un hôpital à 300 millions, du jour au lendemain, ces 300 millions deviennent 5 millions. Donc il n'y a pas d'hôpital. Attention, hein. Donc ça me pose le problème tout simplement des avantages et des inconvénients, et j'espère qu'on va y venir, parce que c'est très important pour comprendre pourquoi une minorité de gens vont s'organiser. On peut, par définition, penser que c'est des gens qui veulent le bien de la Centrafrique. Mais connaissant que le fonctionnement de l'Afrique en général, on peut bien se poser la question que le contrôle est toujours meilleur que la confiance. Ouais, bah alors justement, vous parlez des avantages et des inconvénients. Poursuivez, Yves Kwemeizo. Écoutez, moi j'ai retenu 4 avantages, 30 inconvénients principaux. Hein. Alors commençons par les avantages, comme ça tout le monde est content. La rapidité des transactions, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça va très vite, en quelques secondes, vous faites une opération, soit en privé, soit en groupe, sans problème. La sécurité du système, le système est fait décentralisé, donc chacun contrôle chacun. Je n'irai pas dans le détail technique, la blockchain permet cela, et ce qui fait que quand vous inscrivez sur un registre qui va être crypté, et du coup vous ne pouvez pas le modifier, et chacun veille à ce que vous ne le modifiez pas. Donc c'est très bien. Les gains de productivité, ça va très vite, vous pouvez aller très vite, et l'anonymat. Alors, l'anonymat, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a des gens bien et puis il y a des gens moins bien, donc c'est un peu compliqué. Les inconvénients. Alors là, le statut légal dont on a parlé tout à l'heure, si la Centrafrique le met en place, ça veut dire que n'importe qui, n'importe où se lève, c'est la mafia italienne peut venir acheter les terres centrafricaines. Alors, c'est pas réglementé, hein, attention. Et sans contrôle, et sans contrôle, Et sans contrôle. La volatilité, on l'a déjà dit. Le vrai problème pour moi, c'est le véritable vecteur de blanchiment d'argent. Donc, des groupes d'Al-Qaïda terroristes peuvent, avec ce système finalement criminel d'ailleurs, acheter et voir des véritables escrocs venir dans le système et piquer l'argent des individus, des groupes d'individus, d'entreprises centrafricaines et payer largement au-dessus. Et enfin, quelque chose qui personne n'y pense, c'est que je vous ai dit au début que c'est un peu complexe. Pour pouvoir créer votre système, en fait, je ne vais pas aller dans le détail aussi, il va falloir mettre des codes, il faut mettre des codes secrets, des codes d'accès, etc. Si vous avez la maladie d'Alzheimer, si vous avez oublié un tant soit peu votre code, qui sont des codes à rallonge, qui peuvent des fois vous faire 1 page et demie, pour les plus complexes, et disons au moins 1 ligne ou 2, et vous savez ce qui se passe? Vous avez perdu. Vous ne savez pas où vous avez mis votre système, votre argent tout simplement, parce que vous avez votre argent dans le système. On ne parle même plus de fraude, hein. On parle simplement que vous avez une toute petite erreur de frappe ou de mémoire. Et si vous ne vous rappelez pas, je vous garantis, je connais des gens qui ont perdu quelques petites fortunes, voire leur retraite là-dedans. Donc tous ces risques-là, sachez qu'il y a quand même des plateformes qui organisent cela, mais les plateformes ne sont pas gratuites. Donc vont prendre des commissions. Et ce n'est pas aussi évident. Quand vous prenez des commissions, ils ont accès à votre code. Donc du coup, demain matin, ils peuvent vous voler. Vous savez, c'est les systèmes de l'assurance qui vous assurent, qui en même temps vous envoient le voleur et qui vous réassure. D'accord. Jean-François Akanji-Kambé, l'adoption du Bitcoin est critiquée notamment par la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Est-ce que cette décision peut entraîner, selon vous, une expulsion de la zone CEMAC et du franc CFA ? Alors nous sommes ici en attente des décisions qui seront d'abord du rapport qui a été commandé par la BEAC et qui doit être remis aujourd'hui, et des décisions ils ont été très critiques. Ils ont été très critiques. Pour l'instant, on ne sait pas officiellement, mais on sent qu'il y a de la critique et il va y avoir la convocation d'une réunion extraordinaire des chefs d'État. Nous attendons ce moment-là, mais il y a quand même, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, le gouvernement de mon pays est allé, je dirais, d'une certaine manière, dans le cadre d'une politique du fait accompli. Fait accompli vis-à-vis des Centrafricains, mais fait accompli aussi vis-à-vis des États qui sont des États frères de la CEMAC. Il se trouve que, lorsque je parlais tout à l'heure d'orientation fondamentale, ça en fait partie. Nous avons fait le choix, en tant que pays, d'entrer dans une intégration et de partager notre souveraineté avec des États sur le plan monétaire, sur le plan économique. Or, ces États-là, la CEMAC n'a pas été informée, la BEAC non plus, l'instance de contrôle non plus. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la loi elle-même pose la convertibilité sur le franc CFA. Nous avons un problème, il faudra le résoudre.
On se retrouve pour la dernière partie du grand rendez-vous sur Africa Radio avec nos invités. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Africa. Le grand rendez-vous avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Merci de rester avec nous sur Africa Radio. La Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalisé l'usage des crypto-monnaies. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Jean-François Akanji Kombe, politologue, président du mouvement citoyen debout et solidaire Centrafrique. Par téléphone, Yves Ekwe Emeizo, économiste spécialisé en stratégie et mutation, directeur de Afrocentricity Think Tank, un groupe de réflexion et d'action. Yves Ekwe Emeizo, avant la pause, nous parlons des conséquences et notamment des critiques formulées par la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Est-ce que cette décision centrafricaine peut entraîner une expulsion de la zone CEMAC et du franc CFA selon vous ? Je ne pense pas. Vous savez, la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, est une banque un peu courant de transmission du Trésor français. Et à ce point, de ce point de vue, il faut leur reconnaître quand même un rôle assez important, c'est celui d'avoir maîtrisé ou avoir conduit à ce que l'inflation dans toute la zone reste relativement bas. Ça, chapeau, ils l'ont toujours fait quand on compare aux autres pays. Sauf que, avec la guerre et avec les situations difficiles que nous avons en ce moment dans le monde, cette inflation, donc la hausse généralisée des prix, est en train de reprendre du poids du poids. Et du coup, un gouvernement, centrafricain ou autre, a un problème. Si quelqu'un le maintient à vouloir tout faire pour qu'on maîtrise l'inflation, ça veut dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour ce gouvernement-là. Donc le gouvernement doit chercher un moyen ou un autre pour pouvoir, disons, s'autonomiser de cette banque centrale-là. Oui. Donc je ne pense pas que c'est un matière à expulsion, c'est plutôt matière à négociation, et surtout que la banque centrale revienne sur sa fonction. Parce que sa fonction, c'est aussi de faire le développement, et les deux banques centrales, Est-Ouest, ne le font pas. Donc ça, c'est un débat de fond, j'espère qu'il sera transparent. Oui. Si jamais il y a expulsion, ça veut dire que la France contrôle la Centrafrique. Et là, je ne sais pas si c'est mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, revenons sur le sujet lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, dans les blockchains, pour pas faire technique, il y a deux grands axes. Vous avez l'axe, par exemple, les bitcoins, où n'importe qui peut se lever, acheter du bitcoin, donc c'est accessible, transparent pour tout le monde. Puis vous avez, on appelle ça essentiellement les blockchains hétérogènes, ou bien bon. Et puis vous avez des blockchains, ou plutôt blockchains ouvertes, excusez-moi, on les appelle ouvertes. Oui. Puis vous avez des blockchains qui sont plutôt, je dirais pas fermés, mais des réseaux, des consortiums, des groupes de gens. Et je pense que c'est plutôt vers ça que le gouvernement centrafricain est allé. On parle même de blockchain privative. Oui. Moi, je suis très africain et je dis ce sont des tontines. Ce sont des groupes de gens qui s'organisent entre eux pour faire des échanges et jouer en fait sur la spéculation de la valeur de leurs biens et demain matin l'utiliser pour faire tel ou tel investissement. Donc, ils défendent des intérêts mutuels. C'est pour ça que je disais tout au début que voilà, s'ils choisissent des groupes de pays, des groupes de personnes morales ou d'entreprises avec lesquels ils sont en confiance, alors ça peut fonctionner. Encore faut-il savoir que personne n'a le rapport de force prépondérant dans ce groupe-là. On appelle ça les blockchains privatives. À ce moment-là, c'est pas n'importe qui aura accès à cela. Donc on peut comprendre ça. Donc il va falloir que le gouvernement nous explique cela. Et on revient à ce que disait mon collègue tout à l'heure. Il a vraiment manqué ici de communication, d'explication, de pédagogie tout simplement. Et si ça doit être décentralisé, alors il y a un autre élément très important pour moi, c'est que tout ceci qu'on raconte, c'est bien beau, mais il faudra avoir l'Internet, il faut avoir de l'énergie, et il y a quelqu'un qui le finance. Donc si tous ces éléments ne sont pas en Centrafrique, sont à l'extérieur, la plupart de ces données sont dans les nuages, dans les clouds, et quelqu'un contrôle ce cloud-là. Donc quelqu'un peut du jour au lendemain effacer l'ensemble des données du gouvernement s'il le veut. Et que fera le gouvernement ? Rien du tout. Donc vous voyez déjà le côté, on parle de servitude, alors là c'est encore plus grave. Donc il y a vraiment débat à faire sur cette histoire et ça doit se faire le plus tôt possible pour le comprendre. C'est pas une histoire d'expulser, de sanctionner. C'est une histoire vraiment de comprendre le fonctionnement de quelque chose qui peut être un outil innovant, parce que ça permet d'accéder quand même de l'argent rapidement, et ça doit soutenir, disons, le bon côté du développement
africains. Malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, les inconvénients sont là et ce n'est pas aussi évident. Jean-François Akanji-Kombe, on a évoqué plusieurs fois le nom de la Russie durant cette émission. Plusieurs observateurs estiment que la Russie a utilisé son influence dans la région afin de faire passer cette loi. Qu'en pensez-vous? Que ce serait une volonté de contourner les sanctions internationales prises contre la Russie depuis le début de la guerre? En un mot, que la Centrafrique puisse faire des affaires, entre guillemets, avec la Russie, alors que la Russie est sous sanctions internationales? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais aujourd'hui, je constate que sur toutes les questions vitales et les questions essentielles, la Russie n'est jamais loin dans la décision qui est prise par les institutions centrafricaines. Donc, à tout le moins, il y a eu approbation. S'il n'y a pas eu travail assidu, c'est quand même un dossier qui a été préparé pendant 8 mois, plus de 8 mois, pratiquement 1 an. Et cette hypothèse-là est une hypothèse qui est tout à fait plausible et qui nous inquiète. Elle ne nous inquiète pas parce qu'il s'agit de la Russie, mais parce qu'il n'y a pas de transparence. Et que, par ailleurs, aujourd'hui, dans le contexte où nous nous trouvons, est-ce que la République centrafricaine a intérêt à être, désignée ou à s'auto-désigner comme la cible en tout cas le carrefour du contournement des sanctions internationales qui ont été prononcées? Je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt du pays. Et là aussi, on a besoin de plus de clarté. C'est tout à fait plausible. Et d'ailleurs, ça fait partie des raisons d'inquiétude. Et j'y ajouterai également le fait que le président de la République souhaite confier cela à un personnage qui est des plus sulfureux, qui déjà, exploité déjà, est un opérateur de la blockchain et des crypto-monnaies depuis longtemps, et qui se trouve aujourd'hui en but avec la justice de son propre pays, le Cameroun, et avec la justice de plusieurs pays africains et de plusieurs pays étrangers pour escroquerie. Et donc, tout cela, dès lors qu'il n'y a pas d'informations qui circulent, dès lors qu'il n'y a pas d'explication de la part du gouvernement, ça ne peut que créer de l'inquiétude. Et il se trouve qu'en économie, je ne suis pas économiste, mais j'ai au moins appris cela, l'économie est fondée sur la confiance. Les éléments de la confiance aujourd'hui ne sont pas là. Et Iveco Meizo, est-ce qu'il y a la main de la Russie selon vous? Est-ce que ce serait plausible? Alors moi, je vais parler technique. D'abord, rappelons-nous que la Mauritanie a quitté le franc CFA et a quitté la CEDEAO à sa propre monnaie et fonctionne très bien. Donc, je ne sais pas pourquoi le Mali, la Centrafrique ou d'autres ne pensent pas à faire cela. Et ça s'est fait relativement rapidement, en moins d'1 an et demi. Donc, première chose. Deuxième chose, la Russie, comme d'autres pays, les États-Unis, il ne faut pas les oublier, ils sont derrière tout. Et on ne peut pas oublier nos amis chinois. Donc, moi, mon problème est différent. La Russie a eu des sanctions, vous l'avez dit. Mais la Russie a fait des contre-sanctions. La Russie dit, écoutez, vous gardez vos euros, vous gardez vos dollars américains, j'en veux pas. Vous me payez en roubles. Sauf que le rouble est adossé à de l'or. Donc, vous m'apportez de l'or. Et à côté de l'or, vous avez ce qu'on appelle la monnaie marchandise. Toute forme de marchandise, donc le troc. D'ailleurs, ça peut être du café, du cacao, en passant par le diamant, etc. Donc, ce qui me dérange, c'est que la Centrafrique existe, tout simplement, de fournir ces diamants, ces mines. Du coup, le change est égal ou pas, donc la transparence revient à l'ordre du jour. Et nous arrivons à la fin. Iveco Meizo. Désolé, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous, Iveco Meizo et Jean-François Akanji-Kombe, d'avoir participé à ce grand rendez-vous. Merci Hugo Vallière pour la réalisation.